Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exchange en grande difficulté. Je vais aussi vous parler des solutions de niveau 2 sur Ethereum. On va parler de Phantom, de l'ETF Spot Ether, de WorldCoin aussi et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui, une légère baisse globale d'environ 1%, BTC plus 0,2% aujourd'hui, Ethereum moins 0,2%. Bref, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau du cours des principales crypto-monnaies aujourd'hui. Je voulais vous parler de Bitvavo, l'exchange européen partenaire de la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a toujours 20€ gratuits à obtenir sur la plateforme si vous finalisez votre inscription dans les 7 jours. Il faut réaliser un dépôt aussi pour finaliser tout ça et ensuite vous obtenez les 20€. Pour vous inscrire, il faut utiliser le lien dans la description et je voulais vous montrer à quel point c'était simple d'utiliser l'application mobile. On va déjà voir comment déposer des euros. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu en bas et ensuite vous cliquez sur déposer. Vous pouvez choisir le moyen de paiement que vous préférez. Je recommande les virements SEPA. C'est gratuit et instantané si votre banque le supporte. Ensuite, vous avez les détails qui s'affichent à renseigner sur votre application bancaire. Pour acheter des cryptos, il suffit de cliquer sur la crypto que vous voulez acheter, par exemple ici le Bitcoin, de cliquer sur acheter et de renseigner le montant. Et voilà, c'est fait avec des frais vraiment faibles. Il y a aussi une interface avancée accessible sur l'application mobile. Il faut cliquer en haut à droite ici sur avancer et vous pouvez passer un ordre limite d'achat ou de vente. Par exemple, là je vais passer un ordre limite d'achat, un prix beaucoup plus bas pour le Bitcoin, donc en anticipant une baisse du Bitcoin. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Je vous ai dit un exchange en grande difficulté, on parle ici de KuCoin. KuCoin, c'est un exchange très connu et là, il est en difficulté avec les États-Unis. Le département de la justice américaine est en train de poursuivre KuCoin pour avoir participé au blanchiment de 9 milliards de dollars et en fait, pour ne pas avoir mis en place de mesures anti-blanchiment d'argent à temps. Ils auraient mis en place l'obligation d'avoir le KYC dès qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis étaient en train d'investiguer et de préparer leur attaque. Donc bon, c'est quelque chose de très impactant pour KuCoin. Les deux fondateurs sont aussi poursuivis, Chungang et Ketang. On n'a pas plus d'informations sur le lieu où se trouvent les fondateurs justement, mais là vraiment on a l'attaque du DOJ, donc le département de la justice, mais aussi de la CFTC. La Commodity and Futures Trading Commission ont aussi porté, on va dire, plainte contre KuCoin aussi en même temps. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, on l'avait vu dernièrement avec Binance et aussi il y a eu quelque chose d'assez similaire qui s'est produit. Là, on n'a pas la SEC, la SEC qui est dans le coup, on a juste la CFTC et le DOJ, mais c'est vraiment quelque chose qui risque d'être impactant pour KuCoin. On va voir jusqu'où ça va aller. KuCoin, ils ont essayé de rassurer les utilisateurs en disant ne vous inquiétez pas, les actifs ne sont pas à risque, les actifs des utilisateurs ne sont pas à risque, mais c'est quand même quelque chose qui risque d'avoir un très gros impact sur cet exchange. On est en train de voir enfin, clairement les États-Unis qui sont en train de s'attaquer massivement aux exchanges non régulés et pour essayer de les faire rentrer dans le cadre réglementaire américain. Ils ont dit en fait à KuCoin qu'ils savaient que KuCoin avait des clients américains et que malgré ça, ils ont continué de ne pas respecter les lois américaines. Alors, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça et surtout de la plainte de la CFTC contre KuCoin, c'est que l'Ether, le Bitcoin et le Litecoin sont considérés comme des commodities selon la CFTC. Ils ont dit en fait que KuCoin avait laissé les investisseurs américains acheter des commodities telles que le Bitcoin, l'Ether et le Litecoin sans s'enregistrer auprès de la CFTC. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a ce combat actuellement entre la SEC et la CFTC sur qu'est-ce qu'une securities, qu'est-ce qu'une commodities, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la juridiction de la SEC ou non. Et là, en fait, c'est un bon point, on va dire, pour l'Ether, parce que la SEC ne devrait pas avoir à réglementer l'Ether. Encore une fois, ça n'empêche pas la SEC de considérer l'Ether comme une securities, mais ça montre quand même comment les entités gouvernementales américaines sont en train de se préparer. Et du coup, en fait, là, on a le Litecoin qui commence à être vraiment bien perçu par les institutionnels. Parce que la CFTC qui n'est pas en train de considérer que c'est une securities. Et selon Eleonore Terret, qui est une journaliste chez Fox Business, qui dit qu'elle commence à entendre pas mal d'institutionnels qui sont en train de s'intéresser à un ETF Litecoin. Pourquoi? Parce que le Litecoin est très très proche du Bitcoin d'un point de vue code. Clairement, c'est quasiment le même code. Il n'y a pas de proof of stake, c'est similaire au proof of work.
Le Dogecoin aussi d'ailleurs est assez proche. Et on a eu, la semaine dernière, je vous ai dit, il y avait Coinbase qui a fait sa demande pour lancer des contrats futurs réglementés aux États-Unis autour du Dogecoin, du Litecoin, du Bitcoin Cash. Et ça devrait arriver à partir du 1er avril, donc lundi prochain. Donc bon, ça serait quand même assez énorme d'avoir un ETF spot Litecoin avant d'avoir un ETF spot Ether pour le Litecoin. Donc on va voir maintenant comment ça va se traduire au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Le ETF spot Ether n'est toujours pas validé. Il y a pas mal de gens qui disent que ça risque de pas se faire, mais on a aussi une autre news sur le sujet. Nous vient de Grayscale. Grayscale, le fonds qui est derrière le fonds de GBTC, le plus gros fonds ETF spot Bitcoin. Suite à la conversion en ETF spot Bitcoin, ils sont en train de perdre beaucoup de parts de marché, mais ils ont aussi un fonds en Ether qu'ils essaient de convertir en ETF spot Ether. Et Grayscale vient de dire, écoutez, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges avec la SEC, il n'y a pas beaucoup de retours avec la SEC suite aux divers demandes de TF Spot Ether, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que selon eux, vu que le TF Spot Bitcoin a déjà été validé et que les échanges ont déjà eu lieu avec les émetteurs de TF, eh peut-être que la SEC n'a juste pas besoin d'échanger avec eux davantage parce que tout a été dit en fait. Alors c'est juste peut-être Grayscale qui est en train d'essayer d'avoir qui est en train de se convaincre, on va dire, d'essayer de convaincre tout le monde que c'est pas mort pour le TF Spot Ether. Mais bon, on a envie d'y croire. On va voir de toute façon très prochainement. D'ici fin mai, on va y voir beaucoup plus clair sur cette validation de l'ETF Spot Ether ou non. Bloomberg est très pessimiste sur le sujet. On a d'autres entités qui sont un peu plus optimistes. Donc bon, il nous reste plus longtemps pour voir tout ça. Et de toute façon, même si c'est annulé, il y a quand même d'autres narratifs qui restent sur l'année 2024 autour du halving, autour de pas mal d'autres points positifs autour de ETF spot Bitcoin qui ont déjà été validés. Donc bon, même si c'est pas validé, il y a plein de choses qui font que je pense pas que ça sera la fin du bull run suite à cette interdiction, plutôt cette non-validation par la SEC. Ensuite, on vous parlait de la folie memecoin qui continue sur Base. C'est assez fou. La market cap des divers tokens memecoin sur Base a dépassé les 1 milliard de dollars. Alors on est toujours en dessous de la market cap des memecoins sur Solana à 6,4 milliards de dollars, mais ça commence vraiment à prendre sur Base. On a le token Brian Armstrong, mal écrit, hein, pour faire référence au fondateur de Base, Brian Armstrong, qui a pas mal marché. On a aussi le token Degen, qui a bien marché, qui est initialement un airdrop fait par la communauté sur Faircaster. Sur Farcaster, le réseau social décentralisé, qui est aussi en train de bien marcher, Degen. Bref, il y a pas mal de choses qui marchent bien sur Base, mais il y a quelque chose qui marche pas bien, c'est les frais de transaction sur Base qui ont complètement explosé, alors que la plupart des solutions de niveau 2 qui ont intégré la mise à jour d'Encun ont des frais de transaction très bas. On parle de swap toujours inférieur à 1 centime sur Optimism, Starknet, Arbitrum One. Sur Base, c'est beaucoup plus élevé. La folie memecoin sur Base fait qu'il y a beaucoup de demandes, et une fois qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'espace, on va dire, disponible pour les transactions, et ben les frais explosent, et c'est ce qui est en train d'arriver sur Base. Sur Base, il y a eu 494 Ethers de frais générés sur les dernières 24 heures. La majorité vont à Coinbase avec 420 Ethers, donc 1,5 million de dollars. Donc c'est énorme, hein, ça fait beaucoup d'argent vers Coinbase. Là, on est sur un rythme annuel de plus de 300 millions de dollars. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de frais, ça va sûrement pas rester à ce niveau-là. On a aussi Optimism qui profite de tout ça avec 265 000 dollars de frais, 74%, environ 15% de tous les frais générés par Coinbase qui vont chez Optimism suite à l'accord qui a eu lieu entre Coinbase et Optimism pour avoir ce partage des frais entre Optimism et Base. Et on a à peine 1000 dollars, 0,25 Ether qui vont au réseau Ethereum. Ça montre en fait ça quand même qu'il n'y a pas réellement de très gros bénéfices pour le réseau Ethereum actuellement suite à cette mise à jour d'Encun et suite à la génération d'énormément de transactions sur le réseau Base. Ethereum semble en fait en profiter quand même assez faiblement. Donc voilà, je vais suivre ça aussi prochainement parce que on aurait apprécié en fait plus de transactions générées sur le réseau Ethereum, mais ces solutions de niveau 2, la plupart de l'argent va au final à ces solutions de niveau 2 et pas réellement Ethereum, et ça c'est pas une bonne chose, on va dire, pour ceux qui ont beaucoup d'argent
sur Ethereum parce qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a moins, on va dire, de transactions générées, de frais de transaction générés sur les Ethereum que ce qui était prévu. Et du coup, bah, ça veut dire qu'au final, il va y avoir, j'imagine, moins de transactions sur Ethereum. S'il y a une bascule des diverses transactions sur les solutions de niveau 2, s'il y a plutôt une bascule des transactions sur Ethereum vers des solutions de niveau 2, il va clairement y avoir moins d'argent généré pour les détenteurs du token Ether, moins d'Ether brûlés tout simplement. Et on va rester sur ces diverses solutions de niveau 2, ces divers blockchains aussi, avec Phantom. Phantom qui est en train de se positionner comme possible shared sequencer, un séquenceur partagé pour les divers blockchains et ces solutions de niveau 2, c'est-à-dire en fait une blockchain qui va permettre d'enregistrer plein de transactions par seconde. Avec leur prochaine mise à jour Sonic, ils visent les 2000 transactions par seconde. Et suite à cette augmentation de la capacité, ils aimeraient bien se positionner dans cet univers où il y a plein de blockchains L2 qui sont construites sur Ethereum et même pas que sur Ethereum. Ils aimeraient bien être un peu l'endroit où ces divers blockchains L2 vont venir se coordonner entre elles. Donc voilà, ça va être le nouveau narratif, je pense, de Phantom. Ils sont en train aussi de l'en préparer un nouveau bridge pour profiter de la sécurité d'Ethereum. Donc Phantom, pour moi, ce que je suis en train de voir, est en train de se transformer en un L2. Et en plus de ça, ils veulent offrir ce séquenceur partagé qui sera utilisable par plein de L2 différents, mais pas que. Plein d'autres blockchains pourront venir aller chercher, on va dire, cette liquidité partagée qui pourrait être partagée à travers toutes les blockchains qui utilisent ce séquenceur. Voilà, hâte de voir ce qui est en train de se passer. Phantom, il continue d'essayer d'améliorer les performances. Et voilà, tant mieux pour Phantom et pour toutes les blockchains qui vont venir s'intégrer à tout ça. Ensuite, on a WorldCoin. WorldCoin, ils sont interdits au Portugal pour 90 jours. Ils n'ont plus le droit de collecter les données personnelles des utilisateurs au Portugal. C'est quelque chose de similaire qu'on a pu voir en Espagne aussi. L'équivalent de la CNIL au Portugal vient d'ordonner à WorldCoin d'arrêter de collecter tout ça. Donc ça va être les difficultés que va avoir WorldCoin, je pense, un peu partout, dans plein de pays différents, suite à cette collecte en fait, des données personnelles. Là, c'est les yeux, hein, le scan de l'iris qui est fait avec ces orbes. Bah, les divers gouvernements, les diverses entités gouvernementales sont en train de s'inquiéter de tout ça. Et pour finir, je voulais vous parler de Wax, la blockchain spécialisée au niveau du gaming, des NFT, qui vient de signer un partenariat avec Amazon Web Services, qui va permettre de déployer facilement des nœuds Wax directement depuis la console Amazon. Donc ça aussi, ça devrait permettre d'avoir plus de personnes qui vont venir déployer des nœuds et peut-être même construire des choses autour de cette blockchain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.